Rebonjour à tous. Bienvenue sur cette plénière décryptage des 5 dernières années d'évolution de l'e-commerce et on va aussi aborder les enjeux des 5 années à venir. Pour ce faire, nous avons autour de la table David Schwartz, qui est le directeur e-commerce de Carrefour. À côté de lui, Thierry Petit, cofondateur et PDG de Showroom Privé. Marie-Christine Levet, administratrice de BPI Financement, Iliad, Mercialis et j'en passe. Olivier Mathieu, PDG et cofondateur de Price Minister. Et Fabien Versavo, qui est le patron de Tic et Tac et directeur marketing digital du groupe Le Figaro. Et donc, moi, je suis Flore Fauconnier, je couvre l'e-commerce pour le JDN. Excuse-moi de t'interrompre, Flore. Oui. Je suis désolé, je ne veux pas casser le truc, mais en fait, je trouve qu'on est déjà un peu statique en termes de table ronde. Je me demandais si on ne pouvait pas un peu inverser les choses. On est un peu la professionnelle maintenant de l'animation de la table ronde, donc tout le monde te connaît bien. Ouais. Mais ce qui serait bien, c'est qu'on arrive à apporter... Là, tout le monde est un peu fatigué, on est en fin de journée. Et je pense qu'on aimerait aussi savoir ce que tu penses. Ah. Donc je ne sais pas si on ne peut pas faire un truc un peu différent et pas genre juste Flore Fauconnier qui pose des questions. Attends, mais... Enfin bon. Tu dis ça genre c'est tout simple, mais c'est vous qui avez un discours non, mais tu as toujours le rôle un peu facile, à mon avis. Olivier, t'en es à ta 15e table ronde de l'année sur le big data, le mobile, non, le les omnicanal. professionnels de la table ronde, on est là, je reconnais, Ouais. justement. On peut peut-être un peu changer les choses, etc. Enfin bon, imaginer les trucs. Moi, j'aimerais bien, par exemple, savoir ce que tu penses. Ça fait des années que tu nous interviews, j'aimerais savoir ce que tu penses. Désolé. En fait, tu veux prendre ma place, c'est ça ce que tu es en train de dire. C'est un peu un rêve de gamin. T'en as marre, Price Minister, voilà, t'en as assez parlé. Je préfère que tu prennes ma place, en fait. Ah, d'accord. Voilà. Sérieux? Oui. J'ai pris des petites notes et je te lance le défi, quoi. Non, mais le prenez pas mal, mais on va changer un peu le truc. Ok. Ça va, Ingrid, on le fait? Ingrid? Merci. Ah, yes. Tu veux mes notes? Comment? Ouais, je veux bien. Parce que j'ai quand même pas préparé non plus. Bon, alors, bienvenue à tous pour cette table ronde plénière d'un nouveau genre. C'est pas des gens assis sur des canapés qui parlent à des gens assis sur des fauteuils. On va changer les choses. Non, du coup, alors je suis un peu pris au dépourvu en fait. Je pensais pas que tu allais dire oui. Bon, le e-commerce, c'est ça un peu le truc? Ouais, c'est ça. Le e-commerce de demain. Ouais. Alors moi j'ai une théorie, parce que c'est vous qui allez parler, c'est pas moi du coup. J'ai une théorie, c'est qu'en fait on arrive à une phase du e-commerce. C'est pour ça que j'ai dit ok. Que j'avais une théorie? Non, parce que comme ça tu parles moins. Ouais, non, je vais parler moi. Alors je vois dans tes listes qu'il y a marqué attention à l'équité des temps de parole, Thierry Petit a beaucoup de sujets, s'exprime facilement. Il ne faut pas qu'il empiète trop sur le temps des autres. Bon, c'est un peu les dessous du truc et tout. Ok, d'accord. Alors sur Marie-Christine Levet, elle m'a dit... Ah non, pardon. Ok. Non, moi en fait, ma théorie, c'est qu'on arrive à un niveau où la maturité du e-commerce, j'emploie beaucoup ce mot-là, y compris auprès des équipes de Price Minister, qu'on arrive à un niveau où le marché a une certaine maturité. C'est quelque chose qu'on a évoqué en préparant la table ronde aussi. Et je ne sais pas si tout le monde le partage, mais on voit en tout cas que dans les chiffres de type FEVA, des indicateurs, etc., le taux de croissance du e-commerce est plus faible. Il est encore là, il y a encore de la croissance. Principalement après, quand on regarde la croissance des grands sites de e-commerce, les 40 plus gros sites de e-commerce, alors là, la croissance est vraiment beaucoup plus faible. Donc, une bonne partie de la croissance est portée aussi par l'arrivée des nouveaux petits, innovants, etc., qui deviendront bientôt des grands. Mais au global, c'est vrai qu'il y a une forme de maturité du marché. Elle me préoccupe, évidemment, il y a des réponses, et j'aimerais qu'on les aborde. Alors, et je voudrais vous interroger, du coup, ce qui m'intéresserait, c'est de faire réagir sur des mots-clés. On parle de data, on va parler de la logistique, on va parler de web to store. Enfin voilà, chacun de vous, je vous lancerai des mots-clés comme ça. Vous n'êtes pas tous bons sur tous les sujets, ou peut-être que si. Thierry, il faudra que tu parles un peu moins parce que tu es bon sur tous les sujets. Mais bon, du coup, tu es un peu nouvelle dans cette table ronde, ça nous intéresse d'avoir ton avis. Flore, Ok. est-ce que tu es d'accord avec le constat déjà? Maturité du e-commerce. Ok, donc tu me challenges sur le mot-clé maturité, c'est ça qui est en train de se passer. Fais ce que tu veux, je te lance un peu la base et vas-y. Oui, je partage ton constat, Olivier. Je pense que l'arrivée à maturité du secteur, on l'a tous remarqué, et il est de plus en plus concurrentiel. On voit que les coûts d'acquisition s'envolent, il n'y a quand même pas des masses d'acteurs qui gagnent de l'argent. La croissance que tu disais, les chiffres EVAD, ça devait être quoi, 11-12% l'an dernier. À périmètre constant, avec l'indice ICE 40, selon les trimestres, on est à 4%, 2%. Et là,
quand du périmètre constant, on retire les retailers, les drives qui, eux, sont en très forte croissance, ça veut dire que finalement, il y en a beaucoup qui sont limite flat ou en décroissance. Comme en plus, il y en a peu qui gagnent de l'argent, c'est évidemment un constat d'arriver en phase de prématurité. Même Amazon ne gagne pas beaucoup d'argent, paraît-il. Oui, je pense qu'il en gagne beaucoup et qu'il en réinvestit beaucoup. Donc, ce n'est pas la même chose que d'autres qui vraiment en gagneraient pas. Ils ne peuvent même pas en réinvestir. Et à partir de ça, de l'arrivée en phase de prématurité sur un certain nombre d'univers produits, moi, j'ai l'impression qu'il y a deux choses qui peuvent beaucoup aider les e-commerçants à l'avenir. La première, c'est que l'e-commerce est beaucoup construit sur une promesse low cost, de bas prix, mais avec l'arrivée, la montée en puissance des retailers, il me semble que ça pourrait changer parce que de mon point de vue, les retailers utilisent Internet pas pour vendre sur Internet, mais pour driver des ventes en magasin, donc pas du tout avec la même optique que les pure players du début de l'e-commerce. Et comme ils montent en puissance, ils pourraient complètement changer la façon dont on vend en ligne, et en particulier les politiques prises qui rendra service peut-être à tout le monde, parce que tout le monde se pose la question, comment est-ce qu'on relève les prix maintenant, est-ce qu'on n'est pas coincé avec des bas prix? La deuxième chose, c'est qu'on a, vous avez beaucoup gagné en connaissances clients ces dernières années avec beaucoup d'améliorations technologiques en e-marketing, et toutes ces données, tous ces algorithmes vont pouvoir alimenter tous les nouveaux moteurs qui sont après des choses plutôt classiques pour des industries qui arrivent à maturité, donc c'est l'internationalisation, c'est l'innovation dans le sens aussi comment est-ce qu'on manage l'innovation. On voit des retailers qui s'organisent avec des labs, des incubateurs, des démarches d'open innovation, etc. Du coup, je vais t'interrompre là parce que finalement, on voit que tu as plein d'idées, je te le redonnerai la parole. Mais comme il y a un sujet, du coup, je vais vous provoquer un peu les uns les autres. Alors, tu as parlé de retail, donc on enchaîne. Il y a le retailer. En fait, je te le dis gentiment parce qu'on se connaît, etc. Mais c'est vrai qu'on a l'impression que les retailers, peut-être, sont en train de bouger maintenant, mais ils sont quand même particulièrement en retard, les Français. Donc, c'est pas de ta faute, parce que tu n'étais pas né au moment de l'invention de Carrefour, qui a été. Mais voilà, Carrefour, ça a été la marque innovante à une époque, disons dans les années 60. Tu pourras me bâcher après. La question, c'est plutôt finalement par rapport à des Walmart, par rapport à des Tesco. Moi, souvent, il m'arrive de dire nos retailers n'ont pas joué le rôle de locomotive qu'ils auraient pu jouer. Donc, ne le prends pas mal, mais là, tu es en train de le faire et justement, tu es sur scène et tu es exposé. Mais toutes ces questions dont on parle beaucoup de Web to Store, etc., où est-ce qu'on en est? Est-ce que c'est, en gros, mythe ou réalité? Est-ce que c'est rentable? Est-ce que c'est vraiment l'avenir du e-commerce? Et voilà. Bon, je vais passer direct à la deuxième question, mais pour répondre quand même à celle-là. Et rebondir sur l'histoire de la maturité. Et pourquoi les retailers, effectivement, normalement, si les choses se passent bien, si on ne fait pas trop les cons, on devrait effectivement avoir une croissance dingue de e-commerce et de web to store. Les Américains sortent là de 5 ans de croissance dingue en e-commerce, alors que nous, on a l'impression que c'est mollasson, voire que c'est en train de s'arrêter. Je suis absolument persuadé que ça va repartir de plein fouet, ne serait-ce que parce qu'effectivement, les retailers français sont tous à la bourre. Donc je ne peux pas trahir de statistiques. En plus, je suis dans une boîte cotée, donc vous imaginez bien que je vais éviter de dire des conneries aujourd'hui. Mais vous prenez le retailer moyen en France, quand il a quelques pourcents de chiffre d'affaires en ligne, il est content. Et il n'est quasiment pas capable de mesurer son web to store, ou son repos, ou l'impact du digital sur ses ventes. Donc ça double peut-être le quelques pourcents, mais 2 fois quelques pourcents, ça fait toujours quelques pourcents. Donc en toute logique, si ces retailers s'y mettent plein pot maintenant, et s'ils font 3, 4, 5 ou 6% de vente en ligne, ou de vente en ligne plus repos, ça doit doubler dans les 4 ou 5 ans, et ça redoublera sans doute dans les 4 ou 5 ans derrière. Donc on va rentrer dans une ère où de toute façon ça va exploser en principe, ne serait-ce que du fait des retailers. Tout le monde le dit, c'est une banalité affligeante, mais on est dans ces eaux-là, on est très bas, on est beaucoup plus bas que ce que tout le monde imagine. Aucun d'entre nous ne divulgue ces chiffres, on est très très bas. Y compris les très gros. Vous en avez sous la pédale, alors Web to Store du coup. Alors après, le Web to Store, pour nous c'est critique parce qu'on a des assets, on a des magasins, on a des coûts fixes, et puis on sait gérer le client en magasin. Donc on n'a qu'une obsession, c'est de le faire retourner en magasin. Ça c'est le premier point. Notre deuxième point, c'est que livrer à domicile, c'est une saloperie. Il faut faire un pic, il faut faire un pack, il faut faire un ship, ça coûte cher. Les transporteurs ont beau être très sympathiques, ils sont chers, et ils sont toujours trop chers. Et puis en plus, les clients ont beau être sympathiques aussi, ils sont de plus en plus exigeants. Et un certain nombre d'entre vous, qui êtes là ou qui êtes ici, avaient pris la mauvaise habitude de livrer pas cher, voire gratuitement.
Bon, ça explique peut-être que tout le monde perde autant de fric dans le sur tous les e-commerce. packs de 12 litres Donc d'eau. nous, notre chance, c'est qu'on va essayer de s'en sortir en disant aux clients, tu commandes en ligne, tu retires en magasin, et comme on a déjà des logistiques et qui sont déjà optimisées, en principe, on devrait s'en sortir. Et c'est une des raisons pour laquelle, au-delà du fait qu'on pousse nos gens en magasin, nos clients en magasin, et que c'est notre intérêt, et que nos clients ont l'air d'apprécier, mais on a un intérêt économique majeur, c'est que c'est la seule façon de s'en sortir économiquement, aujourd'hui. Il y a d'autres équations, mais celle-là, on est assez sûr de notre coût, et ça fait en plus une vraie différence et un discours différent à raconter. Quand on s'appelle Carrefour, je ne peux pas donner beaucoup de chiffres, mais ceux-là, je peux les donner, surtout qu'ils ont été communiqués dans la presse ces derniers jours. On a entre 4 et 5 000 points de vente en France. On en a le quadruple dans le monde. En France, là, on a développé en quelques mois 500-600 points de retrait, plus de 600 points de retrait. On pense qu'on peut arriver à 1000 très très vite et on a un potentiel pour avoir 3 ou 4 000 points de retrait. Donc on peut demain aller tout seul ou alors en partenariat peut-être avec un transporteur ou un gestionnaire de points retrait, avoir un réseau de points retrait équivalent aux opérateurs actuels du marché. Et ça, pour nous, c'est une vraie différence. Coup de bol, on n'est pas nombreux à pouvoir le faire en France. Celui-là marche mieux. Oui, il marchait bien. Voilà, celui-là sera beaucoup mieux. Voilà. Et puis alors du coup, là, j'ai une voix bien grave et tout. C'est superbe, la technique. Alors, je relancerai sur le sujet après, mais du coup, on parle de la maturité. Donc, on était un peu des îlots de profit dans un océan de pertes, en reprenant finalement avec une image poétique le discours de Flore. Donc, ça nous amenait à la logistique et aux retailers et au rôle des retailers comme rebond sur le e-commerce et donc la question après de retrouver de la marge aussi, parce que finalement, la logistique coûte cher. Et je sais que toi, Thierry, on a souvent débattu de la logistique, métier compliqué, où c'est là où probablement on retrouve un petit peu aussi éventuellement du profit ou voire des pertes. C'est souvent là-dessus. Et donc, qu'est-ce que tu observes à la fois, parce que toi, tu es patron, entrepreneur, successful, tu as des sujets sur la maturité, donc tu peux rebondir sur d'autres points, mais sur la logistique, pour faire un lien, comme vous êtes très bon en logistique, qu'est-ce que tu vois arriver aussi dans les nouvelles tendances qui est en train de changer les choses, que la logistique se révolutionne aussi par le numérique? Je t'arrête parce que toi aussi tu parles beaucoup. Non, juste un petit point pour revenir quand même sur on dit toujours les retailers sont à la rue. Après, il faut quand même rester hyper humble parce que grosso modo, les plus gros marchands français, c'est l'équivalent en chiffre d'affaires de 6 hypermarchés Carrefour. Donc, quand on remet ça en place, bon, ok, ils sont à la rue, mais à partir du moment où ils vont déclencher, même n'importe quand, à la fin, ils gagneront la bataille. Moi, j'en suis assez convaincu, car ils ont une force de marque, de sourcing assez exceptionnelle. Et encore une fois, très souvent, un site qui fait, qui fait 200, 250 millions devient un site hyper important en France, c'est le chiffre d'affaires d'un hypermarché, quoi. Donc voilà, c'est un premier point quand même à relativiser dans notre monde où parfois on vit un peu en vase clos. Finalement, et c'est encore 7% du commerce de détail, du e-commerce. Donc on est... La maturité, est-ce qu'on est à la maturité? Je ne sais pas, mais en tout cas, on a atteint un certain point de maturité qui fait que... Moi, ce que je constate surtout, alors je ne sais pas si c'est lié à la logistique, je crois que c'est plus lié à cette notion de scalabilité et indirectement à la logistique, c'est que finalement, dans ce métier du e-commerce, on est soit très petit, soit très gros au bout d'un moment, et on est dans un vrai paradigme en ce moment, qui est qu'on peut tourner et faire 50 et quelques millions d'euros pour passer l'étape d'après et être scalable, se développer à l'international, développer sa marque, développer ses assets logistiques, passer d'un mode artisanal à un mode industriel. C'est beaucoup d'investissements, c'est beaucoup de moyens, c'est beaucoup de risques. Beaucoup d'investissements, tu le sais aussi, puisqu'on bosse ensemble là-dessus au sein de France Digital. On a peu accès à ce type de financement du 15, 20, 30 millions d'euros pour se scaler, en tout cas en France. Donc, du coup, il faut être très vite international pour pouvoir accéder aux fonds internationaux. Et finalement, on est dans une espèce de paradigme de complexité en France où on a plein de petites belles boîtes qui n'ont pas su peut-être gagner ou travailler sur la télécritique, d'être scalables, d'avoir une logistique justement qui se déploie. Et quelque part, on se limite sur la croissance d'un certain nombre de peer players. Donc il y a aussi une maturité, j'ai envie de dire, de fait, ou liée un peu à cette immaturité peut-être de notre marché financier, mais je sais qu'on y travaille. Moi, je te pose une question d'ailleurs, sur ça, parce qu'on travaille ensemble là-dessus. Non, moi j'anime la table ronde, on ne pose pas de questions au mec qui anime la table ronde. Tu n'as pas le droit de rester là, moi je t'en pose une quand même. Sur ce, justement, quel est ton regard sur cette mécanique de financement qui est en train de manquer justement en France pour construire des géants, pour faire d'une boîte de 20-30 millions, la transformer en 200 millions, créer de l'emploi, etc. Il y a un écosystème qui est très bon sur la création et l'accélération. Alors, je prendrai un peu après le rôle de France Digital pour répondre à cette question, mais je ne refuse pas la réponse, mais je trouve qu'il y a une personne à côté de toi du coup, qui a un peu d'expérience dans le financement, Marie-Christine. Et notamment, moi, je vois souvent des VC
qui disent, bon, parce que là, effectivement, on a parlé de marge, de logistique, et c'est souvent des arguments des VC pour dire, voilà, la scalabilité. Il y a un mot que toi tu aimes bien, Thierry, qui est les entreprises exponentielles. Hein, c'est effectivement ce paradigme avec des tout petits et des très très grands. Évidemment, un VC, il cherche plutôt les très très grands, donc potentiellement dans les petits, lesquels deviendront les plus grands. Et puis souvent aussi les VC qui disent, bon, de toute façon, maintenant il y a Amazon, donc souvent c'est une raison de ne pas investir en disant, Amazon pourra le faire bientôt, donc c'est trop risqué. Donc est-ce qu'il y a encore des investisseurs qui mettent de l'argent dans le e-commerce ? Alors, plus beaucoup, parce que le e-commerce fait assez peur aux investisseurs, parce que finalement, il y a tout investisseur s'est pris un bouillon dans l'e-commerce. Et pourquoi ? Parce que c'est clair que le modèle de pure player, c'est-à-dire le premier modèle de e-commerce qui a été le pure player, retailer de plein d'autres marques, celui-là, il est très, très, très difficile à équilibrer. Parce qu'il faut des marges minimum et finalement l'argent part en coût d'acquisition de Google, il repart une deuxième fois en Criteo parce qu'on repaye son client et derrière il y a de la logistique à payer et donc on voit que même les plus gros, ces discounts, arrivent à peine à être rentables. Donc c'est vrai que tous les VC aujourd'hui ne veulent plus investir dans du pure player retailer, sauf sur ceux qui ont atteint une masse critique importante. On a vu, il y a eu le groupe de Menloot qui a été refinancé, il y a eu Sarenza qui a été refinancé, mais ils se comptent sur les doigts d'une main. Alors ensuite, il y a eu la mode des marchés. Et quels sont les critères qui font qu'à un moment donné, il y en a quelques-uns quand même qui sortent du lot ? C'est ceux, je pense, qui ont bien exécuté et qui ont été très vite et qui ont été à l'international. Il faut aller à l'international. C'est très, très difficile d'atteindre la masse critique quand on n'est que français. Et c'est vrai qu'il y a une multitude de sites e-commerce qui, finalement, vivotent, arrivent à vivre à quelques millions d'euros de chiffre d'affaires, mais n'ont pas réussi à passer cette frontière. Alors, il y a aussi une question que moi, je vous pose pour animer un peu le débat. C'est on a quand même ce problème en France, c'est que les grands groupes ne rachètent pas beaucoup de pure players. Il y a un des problèmes du financement quand même en France. Alors c'est vrai, c'est qu'on n'a pas assez de fonds growth, des gros fonds qui investissent des gros montants pour que les boîtes aillent à l'international. Donc ça commence à changer. Il y en a 2 ou 3 qui ont commencé à être créés sur le marché français. C'est vrai qu'il y a des showrooms privés qui vont plutôt chercher de l'argent à l'étranger. Ils vont chercher de l'argent à l'étranger, mais ça commence un petit peu à changer. Il y a quand même 2 belles initiatives en France. Mais on a aussi le problème, c'est que les grands groupes classiques ne rachètent pas de jeunes startups françaises, alors que c'est ce qui a fait le modèle de l'investissement aux US, où les gros rachètent les petits. Alors si on reprend ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'on a 5 ans de retard sur les Américains, on va s'y mettre, donc plein de bonnes nouvelles en perspective. Il y a plein de bonnes et de mauvaises raisons. Une des bonnes raisons, c'est quand même, et ça dans la continuité de ce que tu viens de dire, les valorisations des bons sont délirantes. Donc moi, aujourd'hui, si mon patron ou mes patrons chez Carrefour me demandent s'il faut racheter tel ou tel acteur qui est bon, qui est presque rentable ou bien rentable, la valorisation ne me permet pas d'y aller. Et pour quelle raison ? Pourquoi est-ce que des Américains y vont et pourquoi est-ce que les Français ont une gestion, alors tu le prends pas mal, c'est pas toi, mais une gestion un peu à la papa, qui n'arrivent pas à parier sur l'avenir, donc des modèles de valorisation qui sont effectivement liés sur les trends futurs. Oui, si on prend l'analogie avec les médias, des Axel Springer, ils ont réussi dans le digital en rachetant finalement assez cher. Dans les médias, ils ont pris le risque d'acheter cher. Mais ça a l'air pas trop mal se passer pour eux. Les Américains, je paye pour voir, parce qu'à part Walmart, qui a effectivement fait beaucoup d'acquisitions, alors ils ont été tous azimuts. C'est-à-dire que les acquisitions ne sont pas uniquement dans les pure players ou des e-commerçants. Ils ont été rachetés plein d'autres petites solutions, plein d'autres technologies, plein de savoir-faire qui agrégés leur permettent du coup de prendre de la vitesse. Parce que je crois qu'effectivement, acheter des boîtes, c'est pas qu'acheter des e-commerçants. Flore a parlé du mot open innovation. C'est un des sujets qui est effectivement probablement il y a plus d'innovation dans les petites boîtes, les startups qui sont agiles et qui peuvent apporter ensuite, à condition de savoir les intégrer. Savoir acheter, c'est aussi un talent qui n'est pas juste le calcul de la valorisation, on est d'accord. Mais c'est travailler ensemble. Après, il y a un effet d'échelle. Alors là, je vais m'auto-flageller, parce que les gens qui ont un effet d'échelle en Europe ou dans le monde, il n'y en a pas 50 et Carrefour en fait partie. Mais pour un retailer franco-français ou même franco-européen, mais qui est finalement pas présent dans 15 pays en Europe, il n'a pas l'échelle d'un Walmart. Donc son acquisition va être compliquée à gérer. Parce qu'il va raisonner sur un schéma franco-français. Et on vient de dire à l'instant que si on raisonne en franco-français, on n'a pas la masse, on n'a pas la vitesse, on n'a pas la diversification qui va permettre d'amortir une boîte qui fait 15 ou 30 ou 50 millions de chiffre d'affaires et qu'on va acheter une fois. Alors il y a quelques années, on l'aurait acheté 2 fois le chiffre d'affaires parce qu'on l'achète sur la prévision de croissance dans 3 ou 4 ans. Donc si tu veux, tout ça a freiné beaucoup de monde. Donc, du coup, je pense que vous êtes conscient du retard. Et avant de te donner la parole, Fabien, justement pour faire un pont avec ça, étant dans le groupe Rakuten, je vois qu'en fait, les très grands groupes, Alibaba, Rakuten, Amazon, etc., vont également acheter aussi
Parce que, en gros, les vendeurs de pelles, donc ceux qui, d'accord, parce que tu disais finalement, ceux qui gagnent de l'argent, c'est ceux à qui on achète le trafic, et puis ceux à qui on réachète le trafic, et puis ceux à qui on réachète le trafic. Donc c'est ce qu'on appelle les vendeurs de pelles, c'est-à-dire, en gros, on dit dans la théorie, c'est que pendant la ruée vers l'or, seuls les vendeurs de pelles gagnent de l'argent. Et donc c'est en gros donc, les fournisseurs de services autour du e-commerce. Et un des paris que font les grands géants, et je pense que Carrefour pourrait le faire, c'est aussi acheter un certain nombre d'outils, d'internaliser. Et donc ça m'amène à une question que j'aimerais te poser, c'est que, par exemple, Rakuten a acheté Viber, qui est une messagerie instantanée, récemment investi dans Lyft, qui est de la sharing economy. Enfin, tout ça, c'est une course en fait à la data. Et c'est vrai que toi, tu as une bonne expertise aussi, Fabien, sur ce sujet de data. Et donc, je recentre le débat de nouveau sur la maturité. C'est que je pense que la data devient ce fameux pétrole, cette matière première nécessaire, notamment sur un marché en phase de maturité, où le coût d'acquisition, comme le disait Flore, finit par être tellement élevé qu'il faut peut-être se réintéresser aux clients qu'on a. Absolument. Absolument. En fait, effectivement, alors on a beaucoup parlé des défis et des challenges auxquels font face les commerçants. Si on fait un petit travail de rétrospective sur les 5 dernières années, ce qu'on peut observer, c'est qu'il y a une formidable vague d'innovation autour du traitement de la donnée, de la valorisation de la connaissance client. Et que désormais, les marchands ont peut-être pour la première fois dans leur histoire les capacités, ou une partie en tout cas des capacités, qui vont leur permettre de traiter et enfin de traduire dans les faits tout ce qui a été théorisé en matière de CRM et de one-to-one depuis dans la littérature managériale depuis une vingtaine d'années aujourd'hui, et qui finalement n'avait pas pu être implémenté faute à une complexité trop importante. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on a levé une partie de cette complexité, voilà, et que face aux défis de la taille critique et du besoin en capital et des contraintes associées, on a aussi une opportunité d'accélération de ce point de vue qui est sans précédent. Pour partager un petit retour d'expérience, puisque pour illustrer mon propos, en fait, le groupe Figaro, chacun le connaît pour ses activités médias, il est un petit peu moins connu pour ses activités e-commerce. On fait partie des quelques acteurs qui ont assuré des exits et qui ont racheté des sociétés, notamment dans l'e-commerce, ou conduit leur diversification dans l'e-commerce par des actions organiques. Et en fait, sur nos business e-commerce, on est, comme beaucoup d'entre vous, j'imagine, dans la salle ce soir, confrontés à des industries qui arrivent en prématurité et qui, effectivement, subissent une forme de pression concurrentielle extrêmement forte. Donc, il y a 3 ans, à peu près, on a travaillé à identifier nos relais de croissance. Et la data, naturellement, s'est imposée comme un vecteur en la matière. Très vite, on a compris qu'il n'y avait pas d'approche one-stop shop, plateforme, en matière de data, et qu'il fallait regarder sur tous les éléments de la chaîne de valeur digitale, de l'acquisition à la conversion jusqu'à la rétention, quels étaient les use cases et comment adresser ces use cases. Et en gros, on a splitté notre démarche depuis 3 ans en 2 grandes familles d'usages. Sur l'acquisition, nous avons déployé, et on a été probablement parmi les premiers grands médias, déployer une data management platform qui nous permet de gérer nos campagnes de publicité et de proposer aussi d'ailleurs des nouvelles formes de monétisation à nos annonceurs sous la forme de clusters, de segments d'audience. Donc on capture des signaux de navigation, des choses assez classiques, et on clusterise des segments pour en inférer des intentions ou des affinités. Première famille de data, et avec ça, lorsqu'on active ce type de plan, on arrive effectivement à cibler plus finement ces segments d'audience, on arrive à retargeter un peu à la manière d'un Criteo, on le fait beaucoup au sein de l'écosystème Figaro, ses clients, voire maintenant à faire du pré-targeting, c'est-à-dire aller chercher les jumeaux statistiques de ses clients. Vous le faites en réseau entre les différents sites du groupe Figaro. Exactement, donc on crée des synergies. Voilà, on appelle ça du content to store. Et aujourd'hui, l'ensemble des points de contact de merch qui apparaissent sur les différents assets du Figaro sont motorisés en temps réel par des moteurs prédictifs. Hyper intéressant. Et alors, du coup, pour faire le pont entre les data et puis finalement l'émergence aussi de nouvelles générations autour de la data qui sont les réseaux sociaux, les messageries, etc. Ça m'intéressait de vous entendre tous assez rapidement, de manière brève. Est-ce qu'il y a... Quand on va dans la Silicon Valley, on a l'impression qu'il y a une sorte de bulle Internet de spéculation autour des réseaux sociaux, autour des messageries instantanées, etc. Est-ce que vous avez une théorie là-dessus? C'est intéressant d'avoir un point de vue. Est-ce que vous faites quelque chose avec les réseaux sociaux? Est-ce que vous en retirez de la valeur? Data, médias ou autres? Et du coup, on peut refaire le tour comme ça en recommençant par David.
C'est là que je dis qu'il ne faut pas le tweeter, mais je vais avoir des propos trash sur le social, parce qu'on accumule de la data, mais qui n'est pas facile à exploiter. Et c'est à peu près tout ce qu'on fait. Alors après, on engage la conversation, on fait du branding, on fait plein de choses cachées avec le social, mais pas ce qu'on avait prévu au départ. C'est-à-dire que ça permet aux clients de venir se plaindre directement, ça nous permet à nous de mesurer tout un tas de choses qui se disent. Alors on préfère que ça se dise chez nous ou sur les réseaux sociaux qu'on voit plutôt que des blogs planqués au milieu de nulle part. Pour pouvoir répondre. Mais voilà, et pour pouvoir répondre, mesurer, comprendre, sentir. Mais on est loin de la bulle que tu évoques dans la Silicon Valley. J'y étais il y a 15 jours, effectivement. Alors moi, j'ai tous vu, les groupons, Facebook, Google, etc. Ils sont peut-être dans la salle, d'ailleurs. Ils nous promettent monts et merveilles. Pour l'instant, je paye pour voir. Et je suis assez sceptique. Tu payes cher ou pas? Non, pour l'instant, je paye vraiment très peu cher. D'accord, donc tu ne mets pas beaucoup d'argent sur ces sujets-là pour l'instant? Non. Okay. Après, on construit, on compile. On commence à être pas mauvais sur du social, avec toutes nos initiatives. On est un peu dispersé, peut-être même parfois brouillon. Mais on avance, mais pas sur ce qu'on avait imaginé au départ. Le social commerce, j'achète, je mets un clic, je mets des liens, je renvoie, j'espère que le client va acheter vite. En fait, c'est jamais aussi direct que ça. Alors côté pure player, Thierry, toi, tu as l'impression qu'ils sont en train de nous voler la data, les grands acteurs qui ont des bases de données de X centaines de millions de membres? Je sais pas, en tout cas, je crois qu'il faut être super pragmatique et empirique. Donc nous, on teste en permanence parce que on peut se raconter ce qu'on veut. Les plus gros bassins d'audience, ça reste quand même Facebook ou Google. Donc, il y a un moment donné, il faut apprendre à travailler. Il y a quelques années, on allait sur Yahoo et c'était hyper important d'aller sur Yahoo. Bon, l'audience descend et il ne se passe plus grand-chose. Donc, où est l'audience quand on veut du trafic, quand on veut du volume? Quand on veut du volume, c'est sur les réseaux sociaux. Il faut appréhender. Nous, on a découvert pas mal de choses. Je trouve que le mobile a beaucoup changé la donne. Moi, je trouvais que les réseaux sociaux étaient assez effectivement inefficaces en termes de business jusqu'à il y a encore 2-3 ans. Où moi j'étais assez sidéré par la résilience de boîtes comme Facebook et Google, qui quand même étaient un peu à la rue sur le côté mobile. Facebook a quasiment raté son intro parce qu'il n'était pas très présent sur le mobile. Et ce type d'organisation mondiale, on peut en penser ce que l'on veut, gigantesque, arrive en 2-3 ans à retourner complètement et devenir un acteur majeur sur ça. Moi je suis assez fasciné, puisqu'à mon échelle, parfois des changements sont lourds, et avec 700 personnes, ça me paraît des montagnes. Donc je suis assez sidéré. Et ce que j'ai observé, c'est qu'effectivement, le mobile avait fait rentrer une autre façon d'interagir avec le membre. Nous, c'est des vrais gros leviers d'acquisition maintenant. Ça permet de faire des... On parlera du mobile après. J'aimerais bien qu'on fasse le tour sur la data. Avec les réseaux sociaux. Juste sur le mobile, je te relance dessus. Mais pour moi, c'est les réseaux sociaux et la mobilité. Mais showroom privé en particulier, c'est un énorme exemple sur le mobile. Donc ça serait intéressant que tu... Mais je te parle simplement en acquisition. Facebook, on a commencé à travailler et à en avoir... Donc tu utilises les réseaux sociaux pour ramener vraiment quand des les réseaux sociaux et des sont devenus mobiles. Sur le mobile. Exactement. Donc de mobile à mobile, réseau social mobile à showroom mobile. Enfin. Oui, exactement. Ouais. Ok. Et côté investissement, alors est-ce que tu as un regard en disant, est-ce que la data, le big data et les réseaux sociaux, c'est des buzzwords, ou est-ce que c'est des structures de tendance lourde dans lesquelles on peut investir aujourd'hui? Alors c'est clair que, comme j'ai dit, que les investisseurs regardent de moins en moins les e-commerçants retailers. Ils se sont tous, sauf un petit peu tout ce qui est consommation collaborative, quand même, parce que là c'est un peu la nouvelle mode. Ils se sont tous finalement rapatriés sur les pelles et les pioches, comme tu as dit. Et les pelles et les pioches, il y a les web to store et il y a la data. Tout ce qui est social shopping, moi j'ai pas vu d'exemple flagrant de réussite. Par contre, je suis d'accord avec Thierry. Aujourd'hui, les réseaux sociaux deviennent de plus en plus une part importante de l'investissement marketing. Il y a quelques années, c'était Google 80% et on testait un petit peu ailleurs. Maintenant, Facebook, souvent dans les budgets médias, devient même plus important que Google. Donc c'est vrai qu'on arrive à cibler des utilisateurs de manière très précise et avoir derrière des très bons retours en termes de coût d'acquisition. Par contre, moi, tout ce qui est social shopping, pour l'instant, ça reste encore un buzzword. J'ai pas vu en tout cas d'exemples flagrants de réussite. Et ça, en général, ça ne convertit pas. Malheureusement, il y a de l'audience et tout, mais les gens n'achètent pas derrière. Donc, oui, c'est un peu comme l'achat groupé, ça nous a fait rêver sur le plan plus conceptuel. Et là, toi, côté data et réseaux sociaux, entre une belle marque comme Tic et Tac, le groupe Figaro, etc., vous êtes dans un univers un peu média, comme tu disais, média mid-commerce, content mid-commerce, etc. Donc les réseaux sociaux, c'est un peu en même temps des concurrents et des partenaires dans un système de coopétition, comme on dit. Comment vous prenez ça, du coup? Alors, effectivement, comme ce qui vient d'être dit, sur le desktop, dans une logique purement héroïste pour du e-commerce, les réseaux sociaux
sont très peu présents dans nos parcours multitouch. Sur le mobile, c'est un petit peu différent. Donc l'acquisition e-commerce sur le mobile, pour Ticketark, ça représente à peu près 20% des volumes en browsing uniquement. Et là, on commence à le voir beaucoup plus apparaître depuis quelques mois. Donc je pense que Facebook a fait aussi évoluer son algorithme sur de l'optimisation de transfo pour ses annonceurs et non pas simplement de l'optimisation de CTR, ce qui était un peu son modèle originel. Et par ailleurs, ensuite en aval, quand on cherche à faire de la conversion et à yielder ces emplacements, nous, on utilise dans nos graphes, dans nos moteurs prédictifs, on utilise en fait la donnée sociale comme une donnée third party qui complémente notre donnée navigationnelle et notre donnée CRM. Mais clairement, Donc elle agrémente tes algorithmes après Exactement. qui vont faire du targeting, etc. Exactement. Mais si on doit faire serrer les contributions, je dirais que c'est d'abord la donnée navigationnelle et la donnée CRM qui, combinées, rendent le moteur intelligent, et ensuite la donnée sociale. Elle n'est pas assez granulaire, à mon sens, aujourd'hui, pour pouvoir apporter beaucoup de pertinence. D'accord. Alors toi, Flore, toi qui es en tant qu'observatrice aguerrie du système, qu'est-ce que tu vois en fait entre réseaux sociaux, data, etc. Parce qu'il y a beaucoup de startups qui se lancent. Vous écrivez beaucoup dans le Journal du Net aussi sur le sujet. Et est-ce que tu vois des tendances qui se confirment? Est-ce que les gros players vont internaliser ces solutions, genre internaliser les outils? Est-ce qu'ils font appel à des prestataires? Est-ce que ce n'est pas un peu spéculatif, etc. Et est-ce que tu as vu des exemples concrets de succès, évidemment J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'acteurs qui essayent de faire ça eux-mêmes, qui se rendent compte que finalement il y a tellement de solutions, et il y en a d'ailleurs ici qui font ça, dont c'est le job, et qui montrent ça très bien, que c'est peut-être plus simple. Donc, je ne saurais pas répondre très précisément là-dessus. Simplement sur la data, moi ce qui me frappe en vous écoutant, c'est que vous dites, bon bah voilà, on va aussi récupérer des données des réseaux sociaux, enfin on va récupérer des données de partout, et moi j'ai l'impression que des données, en fait vous en avez déjà plein. Et que par contre, l'étape de les exploiter et vraiment d'y aller, ça, il y a toujours un frein. Et je ne sais pas si je n'ai pas donné de leçon, mais si c'est une bonne idée de cacher cette peur de se lancer derrière la recherche de l'algorithme parfait. J'ai un peu l'idée. Alors après, c'est le débat smart data versus big data, mais l'impression qu'un algo très élégant appliqué à certaines données donnera toujours moins de résultats qu'un algo bête et méchant qu'on applique sur beaucoup de données. Et vous les avez, les données. Donc, voilà. Et sinon, autre chose, j'étais à la NRF. Ce que tu veux dire, en fait, c'est que tu penses que derrière les algorithmes ou la complexité, il y a finalement pas grand-chose. Il y a la matière première est là, et en revanche... Oui, et j'ai l'impression que les solutions existent. Alors après, c'est effectivement un vrai investissement, mais les acteurs disent que la rentabilité arrive assez rapidement. Et par exemple, je voyais au NRF Big Show en janvier à New York, alors c'est une toute petite partie de la donnée, mais il y avait beaucoup de solutions d'analytics en magasin. Bon, c'est aussi une façon de capter de la donnée, et voilà, l'analytics multicanal, c'est un des sujets aussi. Mais ces solutions-là, ce qu'en font les retailers américains, c'est pas... Là, par exemple, on voyait Altarea qui présentait ses résultats en disant on va aller collecter les données des visiteurs, croiser pour voir si c'est aussi des clients de rue du commerce, en déduire leur comportement, retargeter, etc. Enfin, ça a l'air super bien, mais les Américains, ce qu'ils font avec de l'analytics in-store, c'est hyper basique. C'est regarder le taux d'attractivité d'une vitrine, le temps d'attente en caisse dans une optique de qualité de service, regarder le parcours client le plus emprunté, celui qui transforme le mieux. Et tout ça, c'est même pas l'exploitation temps réel. Alors après, il y a du temps réel aussi sur l'analytics in-store qui est pour, je sais pas, aiguiller le trafic, segmenter en fonction du comportement, etc. Mais du coup, j'ai l'impression que c'est très basique. Par contre, ils le font et ça se rentabilise bien et ça va tellement bien avec leur approche de test and learn où on sait qu'il faut le faire. Et j'ai l'impression que ça, c'est un avantage qu'ils ont sur les marchands français. On prend, pour l'analytics in-store, il y a une start-up qui a l'air de faire quelque chose de bien, on teste sur 4 magasins, on mesure, c'est bien, on continue, c'est pas bien, on arrête, on fait avec une autre. Oui, je crois qu'il y a une grosse tendance qui est en train de se dessiner. Mais je voudrais revenir à celle du mobile. Du coup, moi, j'observe, en revenant toujours à cette question de maturité, qui est que si on se demande où sont les points de croissance de demain du e-commerce, on a évoqué plein de choses. Il y en a qui sont dans la croissance, il y en a qui sont dans l'optimisation de la marge, ou il y en a qui sont dans la meilleure connaissance du client. Moi, je vois, pour schématiser, qu'en gros, pour Price Minister, sans révéler un grand secret,
autour de 0% de croissance aujourd'hui sur le desktop et près de 100% de croissance sur le mobile. Donc il y a un peu un changement générationnel qui s'opère. Je pense que tu l'observes aussi. Du coup, je recommence par toi sur les enjeux du m-commerce, etc. Qu'est-ce que tu vois en tant qu'observatrice et quelques données que tu as en tête, si tu en as fraîchement dans ta mémoire? C'est surtout que j'ai l'impression que les e-commerçants s'arrachent les cheveux sur le taux de transfo du mobile, qui est à peu près 2 fois moindre. Alors après, ça dépend complètement des modèles. Pour les ventes événementielles, évidemment, ça s'y prête vachement bien, donc c'est peut-être pas très représentatif du reste de l'e-commerce. Et sur le taux de transfo, alors moi, je reste un petit peu perplexe, parce que dans une optique où de plus en plus on réfléchit de façon omnicanale, on réfléchit au parcours client en se disant, mais par exemple, une vente en click and collect, c'est très bien d'attribuer la vente au magasin, et voilà. Et du coup, le mobile, si le taux de transfo est moins bon, mais voilà, sur Price, tu dis 0% desktop et tout sur le mobile. Et tous les e-commerçants disent que le mobile, c'est pas de la cannibalisation, c'est en grande partie de l'incrémental. Alors du coup, c'est peut-être très naïf, mais je comprends pas pourquoi s'arracher les cheveux sur les questions de taux de transfo, puisqu'on devrait normalement regarder le parcours client dans son ensemble, et après qu'il y ait des enjeux d'attribution de la vente comme sur les leviers d'acquisition, ça je comprends complètement. Mais du coup, voilà, j'ai l'impression que sur le m-commerce, c'est le taux de transfo. Après, en tant que média... C'est super bien que tu sois de l'autre côté de la barrière, tu dis plein de trucs passionnants, et ça me donnerait envie de te réécouter, Thierry, parce que sur le m-commerce, je cite souvent moi-même showroom privé, je vois bien que la question de parcours client, customer journey, etc., c'est-à-dire on a un même client qui passe d'un écran à l'autre, après on verra justement aussi comment il passe jusqu'au magasin, etc. Mais finalement, comment s'explique que, tu peux nous redonner ce que tu as le droit de dire ou ce que tu veux dire, mais je crois qu'il y a beaucoup de commandes qui passent par mobile chez toi, et comment tu as réussi à les capter? Est-ce que c'est une tendance naturelle ou tu as fait quelque chose qui a accéléré? Alors, les chiffres, c'est 50%, quasiment 50% du chiffre d'affaires, on n'y est pas encore, je pense qu'on est ça dans quelques temps, 75% de tout ça sur des apps. Et c'est 65% du trafic, donc on voit bien qu'effectivement, il y a un petit delta de conversion. Cependant, nous, on y a cru effectivement très tôt, on a investi très tôt, technologiquement notamment, parce que toute la complexité, je pense aussi pour augmenter les taux de conversion, certes, le modèle s'y prête, on est comme dans un modèle de marketing de pénurie et effectivement d'accessibilité et de rapidité. Cependant, on a fait quand même un énorme travail d'adaptation par device, et ce dans tous les pays, parce qu'il y a quand même des gains énormes. Je pense souvent les marchands se disent je sors un site mobile ou je fais une app. Et d'ailleurs, je considère qu'iPhone, parce que du coup j'ai un iPhone, c'est aussi con que ça, mais moi j'ai vu plein de collègues marchands qui n'investissent pas suffisamment, je pense, sur les devices. Et ça déjà c'est une mécanique de conversion, parce que toutes les expériences d'achat sont différentes. Android, c'est différente, d'iOS, tablette ou pas tablette, site mobile. Ça c'est un premier point. Deuxième point, ce qui est intéressant avec le mobile, nous on a même été en télé, je voulais dire aussi pour communiquer, c'est-à-dire qu'on communiquait que sur l'app. Il y a des pays comme les Pays-Bas où on est limite app only. Tant les taux sont élevés, parce que ce qu'on observe sur la France, on l'observe dans tous les pays, matures ou pas matures. Espagne, Italie, on est quasiment à 50% aussi. C'est des taux assez fort. Et tu vois les différences en termes de clients? C'est les mêmes clients? C'est des nouveaux clients? Ce qui est intéressant avec le mobile aussi, c'est que ça te donne accès à de nouveaux leviers d'acquisition que tu n'avais pas avant. Les stores, c'est un levier d'acquisition. Il y a tout un tas de mécaniques de push, il y a tout un tas de régies mobiles qui commencent à être puissantes. Quand tu commences à maîtriser un peu ces dispositifs, du coup, c'est des leviers supplémentaires d'acquisition. Ça, c'est intéressant. Ça te redonne vie aussi au mail, tout simplement. Donc, il faut retravailler tous les parcours liés au mail. L'autre élément, c'est que c'est des mécaniques nouvelles de CRM aussi, finalement, et de communication personnalisée avec ton membre. Donc, finalement, c'est pas simplement une appli dans laquelle tu vas essayer d'envoyer du trafic pour faire du chiffre d'affaires, c'est bien plus que cela. Et nous, on s'en sert comme un levier de recrutement, comme un levier de fidélisation et comme un levier, bien sûr, de chiffre d'affaires. Et ce qui est intéressant, aussi sur le taux de conversion, moi j'ai toujours remarqué que quelque part, le mobile, ça génère naturellement plus de visites. Donc c'est pas si illogique que le taux de conversion soit plus bas. Finalement. Parce qu'il y a des visites de curiosité tout au long de la Exactement. journée, etc. Ouais. Mais alors, est-ce que du coup, l'approche par device, qui est très importante, ça sous-entend deux choses. D'une part, me semble-t-il que c'est assez compliqué, ça demande beaucoup d'investissement. Donc finalement, on dirait, si aujourd'hui je lançais un petit site de e-commerce avec peu de moyens, il faut absolument que j'aille sur le mobile, d'un certain côté. De l'autre, tu me dis qu'il faut que... Avant, j'avais mon site PC, avec quelques navigateurs à tester, Internet Explorer, Firefox, etc. Mais maintenant, aujourd'hui, j'ai Android, j'ai le site web mobile, les applications mobiles, les iPads, etc. Donc en fait, l'investissement est lourd chez toi. L'investissement est lourd. Maintenant, l'investissement était très lourd sur le site. Et la majorité du trafic et du chiffre d'affaires est fait sur les mobiles. Donc ça ne me paraît pas illogique que l'investissement soit important sur ces interfaces-là.
Je suis pas tout à fait d'accord, moi, parce que sur un petit site d'e-commerce, aujourd'hui, faire une app, a priori, c'est absolument pas rentable, parce que les gens ont en moyenne 10 apps qu'ils utilisent. Donc, une fois qu'on a enlevé la messagerie, c'est 2-3, la météo, Allociné, c'est 2-3 sites de news. Mais travailler son site de e-commerce, c'est pas forcément faire une app. Non, il peut c'est sur le plutôt mobile, avoir une version mobile. ouais. Une petite boîte, à réussir à avoir des développements d'app sur tous les différents supports, c'est très très coûteux. Et derrière, le problème, c'est moi j'ai vu énormément de petites apps finalement qui étaient perdues dans l'App Store et qui n'avaient pas de trafic, qui n'arrivaient pas à remonter. Finalement, ceux qui ont gagné le plus d'argent, c'est ceux qui arrivaient à ranker les apps et à faire en sorte que donc c'est plutôt les annuaires d'apps qui marchaient que. Là, il y a une prime aux très gros qui ont leur base de clients installée et qui vont pouvoir pousser leur app sur leurs clients existants. Donc moi, je pense que c'est plutôt à la limite du mobile en version mobile qui s'insère dans un parcours client. Alors, le matin, on consulte son mobile dans les transports. Après, on va sur son desktop. Après, on va sur sa tablette le soir. Voilà, et donc c'est un mobile qui s'inscrit. Cependant, moi, je reprends quelque chose que tu avais cité un jour dans une table ronde qu'on avait fait tous les deux, où tu disais qu'effectivement, il ne faut pas décliner un site internet et que dans le décliné, il y avait le mot déclin. Donc ça voulait bien dire ce que ça voulait dire, et que par ailleurs, repenser les apps, c'était mettre de la simplicité. Même toi, tu expliquais, le site était devenu compliqué, on avait mis plein de fonctions dans tous les sens. Quand on était sur l'app, de toute façon, on était obligé de simplifier. Donc c'est aussi sain de se mettre dans une mécanique orientée mobile, où on est vraiment canalisé sur le device. En termes de témoignage, on se rend compte qu'effectivement, en reprenant l'expérience vers la simplicité, keep it simple, en repartant du mobile, ça donne des idées de simplification sur le site originel qui était plutôt sur desktop. Et ce qui, entre parenthèses, est beaucoup plus simple pour un site de vente événementielle qui a une arborescence quasiment inexistante. C'est vrai. Il y a une prime, c'est la simplicité, quoi. Et alors, est-ce que le mobile, pour le retailer qui vient avec une base de clients considérable, qui a priori ont tous des mobiles, je vois plusieurs choses, j'aimerais que tu réagisses sur 2-3 idées. Enfin, on n'a plus beaucoup de temps, mais il faudra réécouter également le Figaro et Tic et Tac sur le mobile. Donc, ce qui m'intéresse, c'est de voir d'abord le mobile dans le magasin, le mobile pour amener au magasin, etc. Enfin, les options, quelles sont les solutions gagnantes aujourd'hui pour les grands comme Carrefour ? Même si on n'a plus beaucoup de temps, juste avant de répondre à ta question, pour réinsister sur ce que disait Thierry, pour un retailer, se lancer dans le mobile, c'est vraiment un très très mauvais moment à passer parce que c'est une somme d'emmerdement pas possible. Il faut repenser l'ergonomie, il faut repenser les parcours. Bon, après, si on est sur les apps, il y a les problématiques de sur quoi je vais, à quelle vitesse, est-ce qu'il faut les mettre à jour. Bref, c'est quand même un petit cauchemar. Une fois qu'on a passé le cauchemar, ça va mieux. Alors là où effectivement on a un gros coup à jouer, qu'on soit petit ou gros retailer, c'est que le vrai truc avec le mobile, on en est arrivé avec le desktop, on a mis la vitrine et le comptoir avancé du magasin à la maison, avec le mobile formidable, on l'a mis dans la poche du client. Donc ça, c'est le rêve. On a le client qui, normalement, pense à nous tout le temps, parce qu'on n'est pas loin, surtout si on a une app. Et si on n'a pas d'app, on a quand même le comptoir et la vitrine avancée dans la poche. L'autre truc vraiment intéressant, c'est qu'on fait une mutation assez forte pour des retailers, c'est qu'on lui donne aussi, c'est la télécommande, ou le personal shopper, comme disent, ou le shopping assistant, comme disent les Américains, on le donne au client, on lui donne le pouvoir. Donc on accepte, nous, retailers, c'est compliqué, parce qu'on n'est pas dans ce mode-là historiquement, de lui donner un petit joujou, enfin il a un joujou, on lui met à disposition la capacité de dialoguer avec nous et de faire ce qu'il veut. Après, les enjeux, ils sont ultra basiques. Si on regarde ce qu'ont fait les gros retailers français, ils le font pas mal, il y a quelques-uns qui le font bien. Alors on a beaucoup regardé ce qu'ont fait les Anglais qui sont au top du top, et pour moi même meilleurs que les Américains. Les clients, ils veulent des choses assez simples, ils veulent voir l'assortiment, voir la dispo, et finalement ils veulent pouvoir gagner du temps, consulter les avis, la fiche produit, enfin, c'est ultra basique, quoi. Ils veulent avoir vraiment la vitrine du magasin relativement fiable, ils acceptent même un certain niveau d'imperfection. Mais s'il y a la dispo avec des codes couleurs, la fiche produit bien foutue, les avis clients, ils sont super contents. Ça, c'est pour préparer leur achat avant d'aller en magasin. Même en magasin, il y a un truc marrant. Maintenant, les gens sortent leur téléphone pour regarder, ne serait-ce que les avis clients, ne serait-ce qu'évidemment comparer les prix, ils ont oublié d'être bêtes. 2-3 détails techniques, vérifier qu'il n'y a pas par hasard sur le site la déclinaison en rose, parce qu'en rouge je le veux bien, mais en fait je le préférerais en rose. Donc on développe là des nouveaux usages à base de j'ai de l'information, je peux comparer, je peux me faire mon avis, acheter tout de suite, pas tout de suite. Il y a un nouveau truc qui va arriver, on est au tout début, mais on en rêve tous dans le retail, et je pense qu'on arrivera à le faire. C'est quand on a une rupture, ou quand on a un client difficile, ou quand on a un client hésitant, le mobile va lui permettre de commander quand même en magasin, en quelques clics, parce que là les ergonomies vont vraiment se simplifier. Le one click, on va finir par tous le faire d'une façon ou d'une autre, où on trouvera des moyens de paiement très simples adaptés au mobile. Sans contact. Ouais, avec du sans contact, du n'importe quoi. On ne sait pas ce qui va marcher, on s'en fout à la limite, on sait qu'il y a un truc qui marchera. Et là, on va permettre au client, voilà, il est dans le magasin, il ne trouve pas, il commande quand même. Ou il a hésité, il sort, il se dit merde, j'ai hésité, il ne va pas retourner. C'est pas grave, il n'a pas besoin de retourner, il est dans la poche.
Donc on voit des nouveaux usages arriver. Les basiques, après je commande sur le mobile, alors on ne sait même plus comment l'appeler, hein, c'est ni du web to store, ni du store to web, c'est du store to mobile, enfin on ne sait pas trop quoi. Mais c'est un peu comme ça. Et est-ce que le mobile va devenir vraiment un outil d'animation à l'intérieur du magasin, de Ça, je sais promotion pas, ou de web analytics on en et de rêve suivi, tous. etc. Web Analytics, oui, parce que ça, on a tous vu que c'était un truc génial. Rien qu'avec l'adresse MAC, de manière anonymisée, on commence à faire du Retail Analytics, comme Flore venait de le dire. Donc ça, c'est le tout début. Mais ça, il y a de bonnes chances que ça marche et qu'on finisse par l'utiliser. Le côté animation magasin, ça, je paye pour voir. On commence tous à faire des tests, des petits tests, des gros tests. Donc on verra bien ce qui en sort. C'est impossible à dire aujourd'hui. J'ai une conviction très très personnelle qui est que... C'est probablement parce que je suis un vieux con avec des cheveux blancs, donc il faudrait demander à des jeunes de 32 ans. À partir de 32 ans, on est vieux ou ouais, au-delà de 32, on est vieux. Ouais. Moi, me faire bombarder ou me faire chier à gérer des promos, des trucs, des machins qui changent, soi-disant personnalisés et être traqué en magasin, mais c'est un cauchemar. Mais bon, je suis un vieux con. Mais j'en ai pas envie. T'as pas envie de faire des chasses au trésor dans le magasin, des trucs. Ouais, mais sans le mobile à ce moment-là, je cours. Non, mais le côté on bombarde la promo devant la gondole, je sais pas. Et pourtant, c'est mon métier. Mais, non, mais j'ai un petit doute. On peut imaginer qu'en trade marketing, tu as des marques qui te suivent là-dessus. Ah, après, si les marques payent, c'est une autre histoire. De la tête d'Ongodol en dynamique et que ça. Bon, enfin, je suis pas là pour vendre Carrefour, mais ça, c'est une idée, quoi. Mais je rebondis. J'invite les marques à nous aider à financer cette magnifique aventure. Après, je vous poserai une dernière question. Je vous poserai à tous une dernière question. Je vous laisse y réfléchir. Et avant de te faire parler sur le mobile, comme ça, vous avez le temps d'y réfléchir. C'est pour vous, quelle va être vraiment la grosse tendance e-commerce qui sera celle de nos enfants? Qu'est-ce qui va se passer qui fait qu'à un moment donné, le e-commerce va rebondir, être complémentaire du magasin ou pas? Est-ce que c'est les objets connectés, la data, quelque chose qu'on a dit, quelque chose auquel on n'a pas encore eu le temps qu'on n'a pas eu le temps d'aborder en quelques mots. Mais ce qui m'intéresse entre-temps, pendant que les autres réfléchissent, c'est de voir ce que vous faites sur le mobile, parce qu'effectivement, à la fois l'univers des médias, mais aussi l'univers de la billetterie, etc. Enfin, tout ça, c'est forcément, notamment avec les jeunes générations qui s'intéressent aussi, j'imagine, beaucoup au spectacle, etc. Ils sont encore plus sur mobile. Donc pour vous, ça, j'imagine, complètement changer le paradigme. Évidemment, il est hors de question de faire l'impasse sur le mobile. Et les takeaways, c'est le mobile ne cannibalise pas le desktop et n'est pas un élément contributeur de son déclin. Le peak time du mobile n'est pas le même. Ça, vous l'avez démontré. Absolument, mesuré. Le peak time du mobile n'est pas le même que le peak time du desktop. La nature des contacts ne sont pas les mêmes, des produits qui sont commercialisés ne sont pas les mêmes, et ça permet simplement de compléter son reach, c'est un nouveau territoire. 2, nous on est convaincus que le mobile, c'est, compte tenu des contraintes du device et des contraintes d'utilisation, d'usage dans lesquelles l'utilisateur se situe lorsqu'il accède au contact marchand, nécessite d'être encore plus focus sur la personnalisation. Voilà. Donc on a lancé il y a un peu plus d'un mois un moteur prédictif dédié au mobile, et on se rend compte qu'on arrive à des taux d'augmentation des revenus par contact qui sont beaucoup plus rapides que ce qu'on avait constaté quand on a lancé il y a 1 an et demi sur le desktop. Voilà. Parce qu'on arrive aussi à capter une partie des données et à merger nos profils en cross-device. Voilà. Donc la personnalisation et des sélections de produits personnalisés sont encore plus pertinentes de mon point de vue sur le mobile qu'elles ne peuvent être sur le desktop. Et le 3e sujet, c'est que ça doit être fun. C'est-à-dire que la data, le mobile, etc., il faut décomplexifier la chose. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a organisé des battles. Voilà, on a essayé de gamifier le sujet et on a fait Kasparov contre Big Blue, l'homme versus la machine. Et donc, on avait nos chefs de produits mobiles ou CRM, nos merchandisers versus les algorithmes. Et dans la majorité des situations, c'est l'algorithme qui l'a emporté aux grandes dames de certains. Voilà. Donc, tu as vexé tout le monde là. Pas toujours, mais d'accord. Les grands cheveux uniquement. Ok, bon je crois qu'on arrive un peu à la fin, donc, parce qu'il faut aussi que tout le monde se prépare et s'habiller en black suit pour le cocktail. Vous avez tous pris votre costume et votre nœud pape. Alors donc, on commence par toi, Flore. Quel est le truc qui va déchirer? Et il faut que vous arriviez à dire des phrases qui tiennent en 140 caractères et qui soient hyper intelligentes, parce qu'on va les tweeter maintenant. Allez. Je ne sais pas si ça répond exactement à la question, mais c'est le principe du speaker qui répond à côté, donc je vais quand même y essayer.
Moi, ce qui me frappe le plus, c'est l'évolution de la consommation. Les logiciels ont été les premiers à tomber dans des modèles d'abonnement en fait, quand les débits Internet ont permis l'essor du SaaS. Maintenant, on voit que c'est vrai pour les biens culturels. On télécharge plus de MP3, on s'abonne à Deezer et à Spotify. C'est la même chose pour les films avec Netflix, c'est la même chose pour l'apprentissage avec les MOOC. Ça devient vrai pour les biens de consommation courante. Alors, c'est les couches-culottes chez Amazon ou les lentilles de contact chez les opticiens en ligne. Et même les modèles de sites d'e-commerce sur abonnement sont en train de trouver leur modèle, de faire découvrir des références à côté d'e-commerce classique. Et finalement, tout ça s'accompagne complètement d'une prise de conscience de mettre en place des modèles qui sont durables et écologiques et qui font qu'on progresse, et aussi avec la crise économique et la crise du pouvoir d'achat, qui fait que de plus en plus, on veut payer pour la consommation, pour l'usage, et sans s'engager. Et on voit que ça peut être pour prendre une robe de créateur. Non, je termine juste l'idée, je te laisse tranquille. Ça peut être une robe de créateur pour un mariage, ça peut être une voiture pour partir un week-end par mois. Et si c'est vrai pour quelque chose qui est aussi ancré dans notre culture que l'automobile, le fait de dire qu'on passe de la notion de propriété à celle d'usage et qu'on glisse de l'une vers l'autre, c'est qu'on est en train de transformer complètement notre rapport à la consommation. Et ça, je suis vraiment super curieuse de voir comment les distributeurs, les marques aussi, mais beaucoup les distributeurs, vont relever ce défi. Je suis assez d'accord. C'était l'idée de Price Minister il y a 15 ans déjà. Mais maintenant, ça y est, ça devient une réalité. C'est la sharing economy. C'était un peu prétentieux, mais c'est vrai qu'on parlait déjà du rapport de l'évolution à la propriété. Et dans le domaine de l'automobile, c'était assez difficile à prévoir que ça devienne aussi énorme que Blablacar, Rakuten qui a investi dans Lyft récemment, et évidemment Uber que tout le monde connaît pas. Étonnant. La data sans hésiter, je pense qu'on est au tout début d'un nouveau monde. Je pense que la base du commerce au départ, c'était vraiment de bien connaître son client et de bien le conseiller. Dans le petit commerçant qui ouvrait son échoppe, on est allé dans quelque chose de complètement anonyme avec l'Internet. Et là, on retrouve finalement ce qui a fait la base du e-commerçant. Donc je pense qu'il y a plein de choses à inventer dans la connaissance client et dans l'exploitation de cette connaissance client. Et ça va ouvrir la voie, je pense, à plein de nouveaux métiers, à plein de nouvelles sociétés. Il y a une stat, alors je ne sais pas comment elle a été calculée, mais je l'adore cette stat, c'est que 60% des élèves aujourd'hui feront demain un métier qui n'a pas été inventé. Belle Facile de passer après ça. Hein. Non, moi je me dis que le commerce de demain sera fait par des gens qui ont en ce moment entre 15 et 20 ans, et quand on les observe, ils sont complètement mobiles, c'est-à-dire qu'ils ne font que ça, ils ont un mobile greffé dans la main, ils sont globaux, il n'y a pas de notion de France, de pays, de frontières. Ils ont une forme ils sont très à l'aise avec la donnée, et à la fin, ils s'en foutent un peu de tous les débats qui tournent autour de la donnée, de la propriété, ce qui nous apporte beaucoup plus, mais ils sont quand même complètement décomplexés par rapport à ça. Et donc, j'ose penser que... Et puis, ils sont effectivement dans un je m'en foutisme aussi de la propriété. Ça, c'est aussi quelque chose d'important. Donc, du coup, la mobilité, la data, le commerce collaboratif et la globalisation sont, à mon sens, des insights forts pour le futur. Moi, je voudrais rajouter juste un truc aussi qui m'intéresse beaucoup, et qui peut aussi faire évoluer ce type de commerce, c'est des nouveaux modes de pensée, notamment dans la production des objets. Et donc là, il y a aussi toute une mécanique autour des imprimantes 3D, etc., qui peut nous apparaître comme encore assez gadget en ce moment, mais c'est des types de machines qui commencent à faire des matières, et notamment dans le textile. Moi, j'ai vu quelqu'un de Nike qui nous disait peut-être que dans 10 ans, Nike se sera téléchargé sur son ordi sa godasse, la personnaliser et la fabriquer chez soi. Et ça, c'est des choses assez intéressantes dans la façon de repenser les modes de production. Bien vu. David. Alors, bon, personne n'a respecté les 140 caractères, donc je vais essayer de ne pas faire mieux. Après autant d'intelligence, je vais faire le gros bourrin de la distrie. Donc à très court terme, pour faire du fric et puis pour coller à un comportement manifestement en plein boom de nos clients, oui, le mobile, parce que comme je le disais, tout le monde n'a pas encore un mobile, aussi étonnant que ça puisse paraître. Hein. Mobile, smartphone, on doit être à 60% des Français. Bon, il faut enlever les enfants, les technopathes et tout ça. Mais donc, il y a encore de la marge de progression. Et tout le monde n'a pas encore l'abonnement full data que je peux me payer, qui ne me coûte pas une blinde, qui ne me fait pas flipper à la fin du mois. Donc, je pense qu'on va doubler largement, là, dans les 2-3 ans qui viennent, la puissance du mobile. Donc, pour nous, c'est clé.
Je pense que pour tout le monde, c'est clé. Je crois que pratiquement tout le monde a un mobile, mais effectivement, le taux de pénétration des smartphones est encore Faible, encore et le assez taux faible. de pénétration des abonnements full Ouais. data, où je me prends pas la tête le 15 du mois parce que j'ai bouffé mes datas comme tous nos adolescents, ça, c'est pareil, c'est encore un problème pour beaucoup de Français. Le taux de pénétration du Wi-Fi dans les magasins est encore très très bas, lui. Non, mais ça, je ne t'autorisais pas à le dire, mais c'est une réalité. C'est vrai aussi, Donc voilà, donc donc le mobile, sans hésiter, si on se projette à 3-5 ans. Après, si on se projette plus loin, ce que vous venez de faire à 10 ou 15 ans, alors je suis confus que Thierry ait vendu la mèche, parce que je crois beaucoup à la fabrication petite série sur place ou dans des formes d'usines, usines-magasins, magasins-usines, usines régionalisées. Mais je suis gêné que tu l'aies dit, parce que maintenant tous mes concurrents vont l'étudier. Et je crois aussi à un truc, pareil, parce que nos gamins sont comme ça. J'ai vu un fou chez Target aux États-Unis, qui est en train de bosser sur le shopping avec un. Alors là, il est sur base d'Oculus, parce que c'est tout ce qu'il a sous la main, mais il dit mais ça, Oculus, c'est une vieille merde qui va crever. Mais on va inventer un truc beaucoup mieux, beaucoup plus light, où on se baladera dans un mall ou dans un magasin ou dans un espace complètement c'est dingue le wearable. pour acheter un certain nombre de choses. Il dit ça marchera pas pour tout, ça marchera sans doute pas pour la flotte ni pour la viande. On est à la ouf, on est sauvé, mais ça marchera pour tout un tas d'autres trucs. Donc il est en train de regarder avec des boîtes de jeux vidéo, des boîtes de réalité augmentée, des boîtes de machins où on projette des trucs fous sur les yeux. Et donc ça, il est possible que ça émerge. Voilà. Il m'a fait rêver, le mec. Il y a 9 chances sur 10 que ça voit jamais le jour. 9 chances, que dis-je, 999 chances sur 1000. Mais il y a des mecs qui bossent là-dessus aujourd'hui aux États-Unis. Aussi dingue que ça puisse paraître. C'est dingue. Bon. Est-ce que tu as une tendance en 140 caractères Écoute, 280. Max, je serais optimiste. Je dirais que le développement tous azimuts des objets connectés, notamment dans la maison, devrait nous permettre d'automatiser toute une partie du shopping contrainte, le shopping incontournable, obligé, et finalement laisser plus de temps pour le shopping plaisir, celui qui nécessite plus d'implication, de réflexion et qui amène une grande satisfaction. Voilà. On a une baseline chez nous, c'est Shopping is Entertainment, donc je suis à fond, je suis d'accord avec toi. Il y a Flore qui me fait passer un petit mot en disant ce serait bien de conclure maintenant, et si tu faisais bien ton métier, tu inviterais la salle à poser des questions. Ok. Alors est-ce que vous avez des questions, mesdames et messieurs, avant qu'on conclue, avant que vous alliez vous précipiter? Assez sympa de changer la lumière. Ouais. Est-ce qu'il y a des questions? Vous avez le droit d'avoir envie de partir au cocktail en courant, mais on va tous s'y retrouver, vous pourrez poser des questions après, mais vous avez aussi le droit d'être courageux. Non. Dernière chance. Tu fais quoi dans ce cas normalement en tant que professionnel de l'animation Alors là, à cette heure-ci, t'abandonnes. T'abandonnes? Bon, écoutez, j'étais ravi de prendre ton rôle, Flore. Merci de m'avoir laissé cette opportunité de rêve de petit enfant. Merci. Je vous propose d'améliorer on va applaudir cette brochette de géant.